Bonsoir à tous, merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'hôpital de district du secteur 30 de Ouagadougou en construction depuis 2012 est quasiment achevé. Le président du Faso était sur le site ce matin pour voir l'évolution du chantier et donner les dernières instructions. Le siège de la commission électorale communale indépendante de Béguedo n'est plus que l'ombre de lui-même. Des individus mécontents du traitement des dossiers de certains électeurs potentiels ont saccagé les locaux de la CECI. Dans ce journal, les explications du parti incriminé et du président de la CECI. Et puis la lutte contre la secte islamiste Boko Haram au centre d'un sommet international sur la sécurité. 4 pays africains et la France prennent part à cette rencontre qui se tient à Abuja, au Nigeria. Deuxième visite du président du Faso sur le chantier de l'hôpital de district du secteur 30 de Ouagadougou. Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu sur place pour s'assurer de l'évolution des travaux et du respect des délais de livraison. Le point avec Marguerite Douagneau. Un mois et demi après sa première visite sur le chantier de l'hôpital du district du secteur 30 de Ouagadougou, revoici le président du Faso sur les lieux le matin de ce 14 mai. Constat sur place, le chantier a bien évolué depuis avec un taux de réalisation des travaux estimé à 99%. Plus que quelques finitions à réaliser, telles la pose des cuves de la station de traitement ou encore l'aménagement des espaces verts, et au chef de l'État de féliciter les entrepreneurs pour l'accélération du chantier. Nous pensons que courant fin de semaine prochaine, les travaux seront terminés. L'équipementier nous a demandé 60 jours pour monter l'ensemble du matériel avec nécessairement la formation des médecins. Et je dois me féliciter que les choses avancent à ce rythme et que nous puissions en tout cas faire en sorte que le plus rapidement possible, cet hôpital puisse être ouvert pour le bien-être et le bonheur des Burkinabés de façon générale. L'autre aspect à prendre en compte et qui n'est pas des moindres, c'est celui de la route autour de l'hôpital. La construction de cette voie est une nécessité absolue selon le président du Faso qui entend résoudre le problème dans les plus brefs délais. Il faut environ 2 milliards 300 millions pour le faire. Et en tout cas, je me suis engagé à ce que nous trouvions les solutions pour que cela se fasse très rapidement. Sinon, lorsque nous allons tomber également, arriver dans la saison des pluies, on risque encore de tomber dans un problème d'évacuation d'eau, ce qui ne sera pas non plus, je pense, quelque chose que nous pourrons justifier. La fin des travaux est prévue pour le 31 mai prochain et la visite de ce matin a permis au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, de s'assurer et de rassurer les populations que l'hôpital du secteur 30 de Ouagadougou devrait être opérationnel dans les délais fixés par lui. En rappel, le coût du projet à ce jour est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA en dehors des équipements. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a procédé ce matin à Koulgo, dans le centre-nord, au lancement de la campagne humide 2016-2017. Cette année, le gouvernement attend plus de 4,5 millions de tonnes de céréales et environ 1,5 million de tonnes de cultures de rente. Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Fousseni Chindo. Paul Kaba-Thiéba aux manettes d'un semoir. Le Premier ministre procède ici à Koulgo, dans le San Matenga, au lancement de la campagne agricole 2016-2017. Pour cette campagne, les prévisions en termes de production sont estimées à plus de 4 millions de tonnes de céréales, 1,5 million de tonnes de culture de rente, dont 915 000 tonnes de coton. Le gouvernement s'est engagé à soutenir les producteurs à travers la mise à disposition de coûts subventionnés, de semences améliorées, c'est-à-dire les céréales et les oléoprotéagineux. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement burkinabé met à la disposition des producteurs plus de 4 000 tonnes de semences améliorées, environ 16 000 tonnes d'engrais chimiques, mais pas seulement. 11 000 charrettes charrues et des semoirs, 6 000 animaux de trait. Pour cette campagne 2016-2017, le thème retenu porte sur la promotion de l'agriculture comme opportunité pour les jeunes et les femmes. Et pour le gouvernement de Paul Kaba-Thiéba, il est temps d'aller au-delà
du discours. Le semoir que je viens de tester a été fabriqué par des Burkinabés. De jeunes Burkinabés donc peuvent s'installer et se spécialiser dans la fabrication des appareillages qu'on utilise dans l'agriculture. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez vu que pour fertiliser le sol, on utilise de l'urée. Je crois que c'est du fumoir. Ça, c'est des produits naturels. Voilà. De jeunes Burkinabés peuvent également se spécialiser dans la production donc, des engrais. Troisièmement, exploitants agricoles. Chacun, on a vu, à 0,20 hectares comme exploitation agricole. Ça fait combien 2000 mètres carrés pour faire sa parcelle donc, de production. Chacun peut venir produire ici du riz, ou bien produire du maïs, ou produire du sorgho. Mais pour que tout cela soit véritablement acté, il faut faire en sorte que le travail agricole soit moins pénible et moins harassant. Surtout si l'on sait que 80% du secteur demeure archaïque en termes d'équipement. Le ministère en charge de l'agriculture a donc procédé ce matin à la remise d'équipements au groupement de producteurs de la région du Centre-Nord. Les responsables de la Sofitex ont échangé ce 12 mai avec les producteurs de coton de Moussobadougou dans le Houé. Au menu de la rencontre, les prévisions pour la campagne cotonnière 2016-2017, le prix des intrants et le prix d'achat du coton. Christine Koulibaly. 600 000 tonnes de coton 100% conventionnel, voilà l'ambition de la Sofitex pour la campagne 2016-2017. Une prévision qui ne peut se réaliser sans l'adhésion et l'engagement des producteurs. Ici, à Moussobadougou, 4 heures d'échange ont permis d'aplanir les difficultés. La Sofitex a pris toutes les dispositions pour que, en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne les engrais, en ce qui concerne les insecticides, en ce qui concerne les appareils de traitement, les producteurs puissent en être dotés afin que la campagne qui va s'articuler donc sur du 100% coton conventionnel puisse bien se dérouler. Les producteurs, eux aussi, se disent en ordre de bataille. Les 6 villages ici représentés promettent 5 000 tonnes de coton, même s'ils déploient le prix d'achat qui est resté 235 francs CFA pour le premier choix et 210 francs pour le second. Nous voulons même que ça arrive à 250. Cette année-là, c'est déjà passé. Mais juillet maintenant, c'est de voir dans la campagne prochaine. Nous travaillons avec le conventionnel, vraiment ça nous encadre bien. Je les félicite. Ils n'ont qu'à donner aussi des bons conseils pour nous, pour que nous soyons des avantages. À Moussobadougou, responsable de la Sofitex et producteurs, se sont quittés en ayant le regard tourné vers Dame Nature. Elle qui n'a pas permis l'atteinte des objectifs de la campagne précédente. Le siège de la commission électorale communale indépendante CECI de Béguédo a été saccagé par un groupe de motards. Les archives de la CECI ont été détruites. Les manifestants en colère doutent de l'impartialité de la CECI dans le traitement des dossiers de certains électeurs. Le point avec Issaka Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Voilà ce qui reste de la commission électorale communale indépendante de Béguédo dans le centre-est. 2 cartons qui renferment des documents ramassés ça et là par les membres de la CECI. Une longue file de motards en colère, prétestant de la partialité de la CECI, n'a rien laissé après son passage. Le président de la CECI que nous avons rencontré sur les lieux nous montre l'étendue des dommages. Au dehors, là, c'était des documents. C'est le vent qui a emporté certains documents. Même, vous voyez, le brasseur, et puis les installations électriques, ils ont cassé les ampoules et rentré dedans au niveau du bureau. C'est le bureau de la CECI. Voilà. Et tout était sur la table que vous voyez. Voilà, ils ont tout récupéré, déchiré. Cette vidéo amateur montre plus explicitement le saccage quelques minutes après le passage de la foule en colère. Mis en cause dans ce saccage, le NTD refute les accusations portées contre lui. Pour le secrétaire général du parti à Béguédo, s'il est vrai que certains de leurs militants y ont pris part, rien n'indique qu'ils étaient les seuls.
Dire que ce sont les militants seulement du NTD, je dirais que c'est archi faux. Parce qu'ici, on peut me présenter des images qui montrent le NTD ou bien qui montrent les images du NTD. Là, je peux croire. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas seulement des militants du NTD. C'est la population de Béodo. Et notamment ceux qui n'ont pas vu leur nom sur la liste. Et en son temps, la loi dit que lorsque vous ne voyez pas votre nom sur la liste, vous pouvez déposer une réclamation. Et là, on peut inscrire votre nom. C'est logique. Maintenant, ils ont fait la photocopie de ces pièces. Et nous, évidemment, nos militants nous ont envoyé leurs pièces. Nous sommes allés déposer les photocopies au niveau du siège de la CECI. La CECI nous a promis de les traiter. Maintenant, il y a un délai que la loi donne. Donc, quand nous nous renseignons, la CECI dit non, rien n'est dit, Ouaga n'a rien dit, Ouaga n'a rien dit. Alors que le temps est en train de passer. Pour le président de la CECI, cette foule a certainement été induite en erreur. Le dossier était toujours en cours de traitement et il n'y avait aucune raison de douter de la CENI. Ils sont venus avec une liste d'électeurs qui détenaient des cartes et qui n'avaient pas leur nom sur la liste. Donc ils aimeraient que la CENI puisse tenir compte de ces gens-là. Voilà. Et il y avait des gens aussi qui voulaient un transfert. Et ce transfert aussi, la CENI n'a pas pu faire le transfert. Là. Voilà. Donc, mais la CENI, le dossier était toujours en cours de traitement, quoi. Voilà, le verdict n'était pas tombé. Voilà. Donc, c'est suite à ça. Bon, ils n'ont pas attendu, je ne sais pas, ils ont appris l'information que la CENI a traité de façon impartiale, je ne sais pas. Sinon, il n'y a pas eu une note officielle de la CENI qui dit non, on a traité, voilà, c'est comme ça, non, non. Donc ils sont venus comme ça dire non, que façon dont la CENI veut traiter les dossiers, ils ne sont pas d'accord. Donc ils ne veulent plus même les élections. Le président de la CECI dit avoir rendu compte à sa hiérarchie. Il attend que des mesures idoines soient prises pour que lui et ses collègues puissent reprendre le travail. Faire des lotissements, c'est ce que beaucoup d'électeurs attendent des conseils municipaux qui seront bientôt élus. Si les lotissements génèrent des ressources pour les budgets communaux, ils doivent se faire dans les règles de l'art. Une de nos équipes est allée à la rencontre de Ido Babou Jean-Pierre, l'un des pionniers des lotissements au Burkina Faso. L'ex-maire de Signoguin nous parle de son expérience dans la gestion du premier arrondissement de la capitale burkinabé. Le point avec Nongba Kouda et Bouma Ernest Nebié. Les lotissements sont d'un apport déterminant dans le développement socio-économique des communes, nous dit ici Ido Babou Jean-Pierre, un des pionniers des lotissements au Burkina. Le lotissement permet de savoir combien de parcelles vous avez et quelles sont les parcelles habitées. Et s'il y a des taxes, vous savez qu'est-ce que vous pouvez percevoir comme taxes. Ensuite, il y a les taxes annuelles de l'habitat qui reviennent à la mairie. Moi, quand je faisais la passation de services, ça c'est sur le fonds de lotissement des parcelles, j'ai laissé près de 272 millions en banque. Et sur les attributions que j'ai eu à faire, il restait encore 500 parcelles non attribuées. Professeur d'histoire et de géographie à la retraite, Ido Babou Jean-Pierre a été maire de Signoguin à Ouagadougou de 1995 à 2000. Le tout premier lotissement qu'il a initié lui-même, nous a-t-il dit, a été une réussite totale. Avec le conseil municipal, j'ai proposé que tous ceux qui s'intéressent, qui veulent des parcelles, n'ont qu'à faire une souscription afin qu'on puisse avoir les fonds. C'était à 75 000 francs la souscription. Lorsque tout ça c'est fini, les fonds sont rentrés. Multiplier 75 000 par près de 5 000 qui ont souscrit, ça fait des millions. L'argent des souscriptions a aussi servi à viabiliser toutes les zones de la commune. J'ai ouvert un compte. Ce n'était pas l'argent qu'on a versé au compte de l'État, non, c'était au compte du lotissement de Signoguin. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il fallait sortir les rues, il fallait faire l'électrification, il fallait l'adduction d'eau. Tout ça devrait être fait sur ce fonds. Aujourd'hui, il est de plus en plus question de retrait de la gestion des lotissements des mains des maires. Une mesure que l'ex-maire de Signoguin n'approuve pas du tout. Résidant actuellement à Pouni, une commune rurale de la province du Sanguier qu'il a vu naître et grandir, il nous montre comment cette collectivité rurale peut amorcer son développement. Des astuces qui sont aussi valables pour le développement des autres communes du Burkina. Vous ne pouvez pas développer une mairie où les populations vivent, ils ne payent rien.
Je l'ai dit là, pour des raisons politiques, on a supprimé la vignette des véhicules, les plaques des vélos et des moteurs. Pour nous ici, si on va dire, bon, on remet les taxes sur les bicyclettes, il n'y a pas une cour, vous aurez moins de 10 à 15 bicyclettes. Dans le temps, c'était 350 francs. Aujourd'hui, on peut mettre ça à 500 francs. Imaginez-vous l'impôt que ça va amener dans le cadre du développement. Des taxes, oui, mais la sensibilisation des populations d'abord. Une sensibilisation qui, selon lui, devra leur permettre de comprendre que le développement de la commune dépend largement de leur contribution. Des syndicats du domaine de l'éducation et l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïcs ont signé une convention collective, un document qui devrait améliorer le climat social. Jean-Eudes Bayala et Kadi Sanogo. Cette signature de convention collective concerne l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïcs et les syndicats. Elle permet aux partenaires sociaux de définir de façon consensuelle les règles liées aux conditions d'emploi, de travail et de rémunération. Elle représente pour les travailleurs de l'enseignement privé un document juridique de base qui viendra affiner les relations de travail avec le patronat. Ce document va permettre, en tout cas, d'assainir, comme on l'a dit, les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs donc, de ce secteur, et va du même coup dynamiser et permettre donc à ce secteur qui est très important d'assumer donc son rôle aux côtés de l'État pour assurer donc une éducation et une formation de qualité pour que notre pays puisse faire face donc aux défis de développement. Pour le ministre en charge de la fonction publique et du travail, cette convention collective revêt une grande importance. C'est un domaine qui connaît de nombreux acteurs et d'année en année. Nous saluons d'ailleurs cette évolution positive qui permet d'accroître l'offre d'éducation dans notre pays. Les parties signataires se doivent de respecter son contenu pour garantir une gestion efficace du personnel et pour la consolidation de la paix sociale dans le secteur de l'enseignement privé. Échange d'expériences et d'informations entre experts taïwanais et burkinabés sur la formation et la certification professionnelle. La rencontre a accouché d'un diagnostic de la formation professionnelle et de propositions pour la certification professionnelle. Konsun Koulibaly, Monkoun Dabiri. La formation professionnelle doit être le levier du développement économique du Burkina. C'est la conviction partagée par ces experts taïwanais et burkinabés du domaine. Et pour cela, les centres de formation doivent établir un mécanisme en adéquation avec le marché de l'emploi. Et les spécialistes proposent qu'il soit établi une réglementation de la gestion des centres. Des initiatives qui devront aboutir à la certification des métiers de formation. On constate qu'en matière de formation professionnelle, la réglementation burkinabé est très faible, voire même inexistante sous certains aspects. Donc il faut travailler effectivement, tout premièrement, à mettre en place une loi sur la formation professionnelle. Il faut que l'État accorde des ressources minimales à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. La promotion de la certification professionnelle s'inscrit dans la troisième phase du programme de renforcement de la formation professionnelle soutenu par la Chine-Taïwan. Et je crois que pour l'ambassade de la République de Chine-Taïwan, on va rester toujours à la disposition du gouvernement burkinabé, aussi de PRFP, pour les assister, les accompagner pour accomplir un jour, même ce jour il y a encore très longtemps, mais accomplir cette mission. Ces techniciens du domaine penchent par ailleurs pour le renforcement de la qualité de l'enseignement et de la performance des centres. L'objectif visé, l'atteinte de la norme USO. Elle est considérée comme l'un des symboles de la ville de Bobo-Dioulasso. La grande mosquée de Dioulasso-Ba fait pourtant face à des problèmes architecturaux majeurs. Une rencontre pour la conservation et la mise en valeur de cette mosquée s'est tenue ce vendredi. Lamine Karantao, Ali Traoré. La mosquée de Dioulasso-Ba, l'un des symboles de Bobo-Dioulasso. Cette architecture qui, depuis 1895, fait la fierté de la ville de Sia, croupie de nos jours sous le poids de l'âge. La bâtisse
a un problème avec le ciment. Le ciment, l'enduit le crépissage qui a été mis est un sérieux problème, est une menace pour la mosquée parce que quand il y a une pluie, l'eau rentre entre le ciment et l'argile se gonfle et à la longue s'appauvrit et peut fondre et provoquer soit la chute des murs, soit la chute de la dalle. Autant de problèmes rencontrés par la mosquée, d'où des actions de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine. Et l'équipe technique est venue, elle a fait un travail extraordinaire en une fraction de temps. Et ce travail nous permet d'envisager déjà dès la semaine prochaine une étude architecturale pour évaluer, faire un diagnostic sur l'état de dégradation et envisager des solutions pour remettre la mosquée en l'état. Pour la communauté musulmane, vraiment l'initiative est louable. Nous sommes très réjouis parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la grande mosquée de Djoula Soba, c'est la vraie symbole de l'islam. Donc, quand on vient réhabiliter ça, vraiment, c'est une fierté pour tous les musulmans. Lors de la rencontre, l'imam de cette mosquée, tout en louant également l'acte du ministre de la Culture, a fait des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. La cimenterie Sim Faso est désormais certifiée aux normes ISO 9001. L'information a été portée à la connaissance des hommes de médias lors d'une conférence de presse organisée par l'entreprise. Le point avec Moussa Ouedraogo et Amandine Lalsaga. L'usine de cimenterie Sim Faso entend se positionner comme une entreprise citoyenne résolument tournée vers la norme qualité. Les responsables de la cimenterie ont organisé ce point de presse pour porter à la connaissance de l'opinion publique cette information capitale. Sim Faso est désormais normé ISO 9001 et ISO 14001. C'est une grande responsabilité parce que nous devons toujours nous assurer que le produit que nous mettons sur la place du marché respecte les normes et respecte donc les requirements de ISO 9001. Au cours de ce point de presse, consacré à la présentation des normes qualité de Sim Faso, les journalistes n'ont pas manqué de soulever la question de la cherté du ciment. Le directeur général de Sim Faso a apporté son éclairage. Un produit qui coûte 60 000 francs la tonne à Abidjan et qui coûte 100 000 francs la tonne au Burkina Faso, alors que le transport c'est autour de 40 000 francs la tonne, vous conviendrez que les cimenteries au Burkina Faso sont en train de consentir un effort considérable pour amortir un certain nombre de facteurs pour permettre au Burkinabé d'avoir le ciment à un prix assez acceptable. Mais restez rassurés que nous sommes en train de tout faire avec le gouvernement. On a eu le cadre de concertation s'est tenu le mois passé pour voir comment nous pouvons faire pour continuer à baisser le prix, pour continuer à faire de telle sorte que le ciment soit plus abordable. À l'occasion, Sim Faso a lancé son site web pour interagir avec les internautes et être plus proche de sa clientèle. Les procédures d'élaboration d'accords de coopération transfrontalière sur la libre circulation des personnes et des biens ont été enseignées à des responsables d'OSC et de radio locales. La formation s'est tenue à Banfora sous l'égide du laboratoire Citoyenneté. Des précisions avec Bétibier Naon et Karim Sissé. Dans la troisième phase de son programme dénommé Action publique et Citoyenneté 3, lancé en 2014, le laboratoire Citoyenneté ambitionnait d'accompagner et de renforcer les initiatives de coopération transfrontalière. Et aujourd'hui, cette signature de convention entre les OSC et les radios locales de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso est la concrétisation de cette ambition. Les acteurs de la société civile s'accordent à se mettre ensemble et à créer ce qu'ils ont appelé un comité de veille citoyenne et d'interpellation sur la libre circulation des personnes et des biens. Et à travers ce comité, ils vont développer un certain nombre d'activités de plaidoyer, d'information, de communication, de sensibilisation des populations des trois pays au niveau des espaces frontaliers. Ensuite, pour les radios, il n'y a pas de... Là, ils sont plus ou moins avancés. Ils ont un contenu en termes d'émissions, de promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Ils vont faire des productions par pays, mais ils se sont donné les mots aussi de pouvoir partager les productions interpays, de façon interpays. Les participants à cette rencontre de Banfora ont pris l'engagement de travailler de connivence afin de faire de la libre circulation des personnes et des biens
une réalité dans l'espace Escabo. Nous allons être des acteurs dynamiques à l'intérieur de ces comités de veille citoyenne pour essayer de les conseiller sur les questions d'utilisation de la radio, pour la promotion des initiatives. Après ces ESC et radios locales, le laboratoire citoyenneté compte rencontrer très bientôt les élus locaux pour le même exercice. Décédé hier des suites de ses blessures, l'assistant de police Rasmane Doussongou a été conduit à sa dernière demeure. Il avait été percuté en plein exercice de ses fonctions par un motocycliste qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge. À l'occasion, le ministre en charge de la sécurité a interpellé tous les Burkinabés sur leur comportement en circulation. Oumou Cissé. L'incivisme des usagers de la route a eu raison de sa vie. L'assistant stagiaire de police Rasmane Doussongou n'a pas survécu à ses blessures. Pendant qu'il régulait la circulation pour la sécurité des usagers de la route, il a été violemment heurté par un motocycliste qui a refusé de marquer l'arrêt à un feu rouge. C'était le mardi dernier. Venu l'accompagner à sa dernière demeure, parents, amis, collègues, frères d'armes et même des anonymes contiennent difficilement leur douleur. Ça, c'est un exemple qui amène tout un chacun à ce que lorsqu'il faut prendre des mesures, que personne ne se plaigne, parce que voilà une vie arrachée. Et nous avons vu le corps, il est très jeune. Voilà. Il laisse une famille inconsolable. Et pour des bêtises, pour quelqu'un qui n'a pas voulu obtempérer. Et disons même que c'est criminel. Le ministre en charge de la sécurité rassure qu'une enquête est en cours pour retrouver l'auteur de cet acte. Un acte qui endeuille toute une famille. L'assistant stagiaire de police Rasmane Doussongou repose désormais au cimetière de Sandogo et laisse derrière lui une femme et un garçonnet de 3 ans. Il n'avait que 26 ans. Intensifier le combat contre Boko Haram, c'est l'enjeu du sommet qui s'est ouvert aujourd'hui au Nigeria. Le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Le Nigeria et la France prennent part à cette rencontre sur la sécurité. Après Paris, il y a 2 ans, le Nigeria accueille samedi un sommet international sur la sécurité avec, outre donc les chefs d'État français et nigérians, leurs homologues du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Au menu des discussions, comment combattre le groupe islamiste Boko Haram. Car si le président français Hollande juge les résultats obtenus jusqu'ici impressionnants, il reconnaît que la menace demeure. Ce groupe terroriste a été amoindri, ce groupe terroriste a été obligé de reculer. Ce groupe terroriste est pourchassé, a laissé des territoires qu'il contrôlait et a pu ainsi être encore davantage ciblé. Ce groupe terroriste reste néanmoins encore une menace. Le président nigérian, tout en déclarant Boko Haram techniquement vaincu, espère que le sommet ouvrira la voie au déploiement d'une force militaire de 8500 hommes originaires des 5 pays concernés, force qui aurait déjà dû voir le jour en juillet 2015. Les Nations Unies se disent-elles alarmées par les liens que Boko Haram noue avec le groupe État islamique. Les hebdomadaires de cette semaine reviennent principalement sur l'incivisme et la perte de l'autorité de l'État. La revue des hebdos, c'est avec Aimé Solange Guima. L'incivisme persistant et la perte de l'autorité de l'État décriés dans les hebdomadaires de cette semaine. Le journal du jeudi pensait qu'avec l'avènement du pouvoir actuel, suite à des élections régulières, l'espoir de retrouver des Burkinabés respectueux des principes de l'état de droit était permis, mais constate malheureusement que les comportements indélicats ont toujours pion sur rue dans le Burkina post-insurrectionnel. Entre autres, les violations du code de la circulation routière, au nez et à la barbe des forces de l'ordre, les invasions du domaine public avec les installations anarchiques de commerce tous azimuts, les actes vindicatifs contre les forces de l'ordre, les symboles de l'État, etc. De surcroît, Gigi a l'impression que les autorités sont dans une posture de mollasson et se contentent pour l'instant de condamnations discursives de routine. Continuer dans cette voie, c'est signer le report d'un suicide collectif, prévient le journal du jeudi. La solution,
Dans les familles, il faut éduquer, préconise l'Obsdim. Si certains ne sont pas capables d'éduquer des enfants, il ne faut pas en faire au risque de nuire à la société et surtout de ne pas rendre un bon service à notre pays, martèle l'Obs du dimanche. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.